Il y a des cheveux un peu. Bonjour à tous, Bonjour. je vous souhaite la bienvenue au premier webinaire de Compo Expert pour cette année 2021. Est-ce que tout d'abord, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, très bien. Super, impeccable. Alors, je suis Stéphane Groslo, donc je bosse chez Compo Expert, je suis chef de marché. Donc, comme je le disais, c'est notre premier webinaire pour 2021, mais on en est déjà une bonne dizaine organisés depuis maintenant près de 2 ans. Tous les webinaires qu'on a déjà pu organiser, que ce soit sur les maladies des gazons, que ce soit sur l'analyse de sol, que ce soit sur les biostimulants, que ce soit sur la fertilisation de fin d'année, vous retrouvez tous ces webinaires en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard, mais n'hésitez pas à aller les voir en replay si certains thèmes vous intéressent. On va passer à peu près, je pense, une bonne heure ensemble. On a pas mal de choses à vous raconter cet après-midi. Je vais être accompagné pour animer ce webinaire de mon collègue Vianney Lenné, qui s'occupe de la région Pays de Loire, Bretagne et Basse-Normandie également. Et je serai également accompagné par mon collègue du Sud-Est, Hervé Loire, qui s'occupera de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir dans le chat. Et ces questions-là, on pourra également les aborder en fin de webinaire si certaines questions restent en suspens. Voilà, alors ce que je vais vous demander, si c'est possible, c'est que tout le monde coupe son micro parce que on est déjà quasiment 90 personnes, on est même en train de les dépasser en ligne. Il y a pratiquement 200 personnes d'inscrites à ce webinaire. Donc, on en est ravis, hein, c'est un très beau succès et on espère surtout que le sujet qu'on va aborder vous intéressera. Parmi tous ces gens présents, eh bien, on a des gens qui ont déjà assisté à beaucoup de nos webinaires. On a aussi des nouveaux. On a des gens, je crois, de toute la France. Donc, je souhaite la bienvenue à tous, que ce soit les gens des Hauts-de-France, du nord de la France, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens du Sud-Ouest, les gens de la région Centre, de l'Île-de-France, des gens également, bien évidemment, du Sud-Est. Et puis ce webinaire, eh bien, il va au-delà de notre frontière française. C'est l'avantage aujourd'hui, malgré le Covid, avec le webinaire, eh bien, on peut se permettre d'échanger avec certains pays proches de chez nous. Donc, je souhaite également la bienvenue à nos collègues belges. On a un certain nombre de collègues belges qui sont présents. Je souhaite aussi la bienvenue à des collègues de Suisse qui sont également présents à ce webinaire. Et puis, je souhaite également la bienvenue à un certain nombre de collègues des pays du Maghreb et notamment d'Algérie qui se sont également inscrits à ce webinaire. Stéphane, excuse-moi, certains disent qu'ils n'ont pas le son. Tu peux leur indiquer oralement la procédure? Je pense que ça doit venir de leur peut-être de leur ordinateur ou je sais pas. Peut-être que ce qu'ils peuvent faire, c'est désactiver le son et le réactiver pour voir si jamais ça suffit pour le faire fonctionner. Ah, ça y est, je vois, j'ai trouvé le son, c'est bon. Donc, je pense que voilà, faut peut-être vérifier que le son soit bien activé sur vos ordinateurs en bas à droite ou sur le téléphone mobile. Donc, voilà, ça peut être aussi une possibilité. Alors, je vais partager immédiatement mon écran pour commencer le webinaire. Je vais le mettre en plein écran. Hervé, peux-tu juste me confirmer qu'on voit bien mon PowerPoint? Tout va bien. Super, impeccable. Alors, donc là, le thème de ce webinaire qu'on vous a proposé, ce premier webinaire 2021, c'est construire son programme de fertilisation 2021.
Comme je l'ai dit, on va y passer à peu près 1 heure. On va passer en revue les différentes étapes à respecter pour essayer de construire le mieux possible son programme de fertilisation 2021. Mais en guise d'introduction, je souhaitais vous rappeler les rôles principaux que joue la fertilisation pour les végétaux en général, mais notamment pour le gazon. Bien évidemment, le premier rôle et le rôle majeur, c'est subvenir aux besoins alimentaires des végétaux en compensant ce que le sol ne peut pas fournir. Si le sol fournissait suffisamment d'éléments nutritifs, on n'aurait pas besoin de fertiliser, mais les végétaux en général, et notamment le gazon, ont des besoins alimentaires suffisamment importants pour nécessiter de leur apporter cette fertilisation. Cette fertilisation, elle n'a pas qu'un rôle alimentaire, elle va également optimiser la photosynthèse. Elle va bien sûr améliorer l'aspect esthétique avec une couleur plus soutenue, avec une meilleure densité de gazon. Elle va aussi contribuer à une plus grande résistance au piétinement sur les gazons et aux différentes formes de stress abiotique. Par exemple, des périodes très humides, au contraire des périodes très, très froides comme on a pu connaître la semaine dernière, des périodes de caniculaires, de sécheresse l'été. Elle va aussi contribuer à la capacité du gazon à se régénérer quand il est abîmé, quand il est trop piétiné. Et puis, on y reviendra également, cette fertilisation, elle a un rôle majeur pour limiter l'envahissement par des concurrents au gazon, je pense notamment aux adventices et aux mousses, mais pas seulement. Elle peut également avoir un rôle crucial dans la limitation du risque de maladie. Alors, pour construire un bon plan de fumure, on vous propose de respecter 8 étapes différentes. Ces 8 étapes, on va les passer en revue. La première, c'est, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, déterminer son budget. La deuxième étape va être de définir les unités annuelles à apporter pour chacun des éléments nutritifs. Combien d'unités d'azote, de phosphore, de potassium, etc. je vais devoir apporter dans l'année. Ensuite, on va ajuster ce niveau d'unités annuelles en fonction des résultats de votre analyse de sol. Qu'est-ce que votre sol contient déjà ou ce qu'il ne contient pas. Une fois qu'on aura défini ce nombre d'unités annuelles nécessaires à apporter, on va aller faire le choix de la bonne technologie, du bon type d'engrais à choisir en fonction de votre gazon. Puis, on va déterminer le nombre d'apports d'engrais à effectuer dans l'année. Est-ce qu'il faut que j'en fasse 2, 3, 6, 8, 12 ? L'étape suivante sera de dire, eh bien, OK, j'ai choisi mon type d'engrais, je sais combien d'unités je dois apporter, je sais que je dois en apporter, par exemple, 5 apports. Quand est-ce que je vais les apporter, ces apports? Donc, quand programmer les apports? Ça, c'est une question auquel on répondra également. Puis, une fois qu'on a défini les dates auxquelles on va apporter ces engrais, eh bien, il va falloir choisir la composition de cet engrais-là. Donc, quelle composition choisir en fonction de l'année et dans quelle quantité l'apporter. Et puis enfin, la 8e étape sera complémenter ce plan de fertilisation avec des biostimulants ou des engrais liquides dans un objectif bien précis qu'on aura défini ensemble. Donc, on va passer en revue ces 8 étapes au cours de ce webinaire. Et puis, une fois qu'on aura passé en revue ces 8 étapes, je donnerai la parole à mon collègue Vianney qui vous présentera justement de manière un petit peu plus concrète un exemple de programme de fertilisation qu'il construira avec un logiciel de fertilisation qu'on a développé pour cela. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première étape. L'étape, donc comme je le disais, le nerf de la guerre, le budget. Donc, ce budget, il est forcément propre à chacun. Vous imaginez bien que, et nous on a tout à fait conscience de cela, que quand on entretient un stade élite de Ligue 1, eh bien, on a un certain budget. Et quand on entretient un terrain communal d'une commune de 500 000, 2000 habitants, eh bien, on n'a pas forcément le même budget. Donc, c'est un élément évidemment à prendre en compte pour pouvoir s'adapter le mieux possible. Ce qu'il faut tout de suite avoir en tête, c'est que plus un gazon est joué, plus les exigences de résultats sont élevées et mieux il doit être nourri. Mais le mieux ne veut pas forcément dire plus. Il faut bien distinguer les deux. Mieux, ça va être la qualité de l'engrais, ça va être la période à laquelle je vais l'employer, où il va falloir être beaucoup plus précis, rigoureux. Alors, pour donner un ordre d'idée quand même, une fourchette de coûts, de budget nécessaire pour fertiliser, il est possible aujourd'hui de construire des plants de fumure à moins de 1 000 € de l'hectare
ces plans-là vont correspondre à des gazons sur lesquels on a des budgets qui sont très serrés. Ça peut être sur du fairway de golf, ça peut être pour des surfaces agro-limitantes. Je pense aujourd'hui on enherbe par exemple les allées de cimetière. Eh bien voilà, évidemment sur ces surfaces-là, on va limiter la fertilisation, donc moins de 1 000 € de l'hectare seront largement suffisants. Par contre, pour des terrains d'entraînement, des plaines de jeu, des gazons de jardin public ou privé, des départs de golf ou des fairways soignés, on va plutôt être sur une fourchette qui va aller de 1 000 à 2 000 € de l'hectare. Sur des terrains de sport honneur, sur des terrains qui sont fortement utilisés avec plus de 10 heures d'utilisation ou nécessitant des corrections importantes, on peut aller de 2 000 voire jusqu'à 4 000 € de l'hectare. Et pour vous donner un petit peu de perspective, sur les greens de golf, sur les stades élites, sur des gazons de prestige, on va essayer on aura des plans de fumure qui pourront dépasser les 4 000 € de l'hectare. Alors, je me permets juste une petite parenthèse. Pour le registre de sécurité. Si vous pouviez couper vos micros, comme je le disais, là, on est déjà 110 en ligne et ça éviterait de polluer le webinar. Je pense que c'est le micro de Monsieur Hamon qui est encore ouvert. Bon, il a carrément quitté le bureau, donc on va essayer de continuer quand même. On va passer, donc ça, ce sont les différentes fourchettes pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut représenter en fait un coût de fertilisation à l'année. Monsieur Hamon, est-ce qu'on pourrait vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît, comme tout le monde, pour éviter pour éviter que ça nuise à la qualité du webinaire. C'est très gentil à vous. Donc je passe tout de suite à l'étape 2. Une fois qu'on a parlé du budget, on va immédiatement parler de l'étape 2 qui est de définir le nombre d'unités de fertilisantes à apporter. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ce petit schéma vous donne, j'ai envie de dire, des données qui sont très générales sur l'azote, 150 à 280 unités environ, hein, sur le phosphore, entre 50 à 100 unités, la potasse, entre 150 à 280 unités, magnésium, silice, oligoéléments, entre 20 à 40 unités par hectare et par an. Ça, ce sont des données qui sont très générales pour vous donner une première approche. Par contre, on va essayer maintenant de l'affiner, de mieux comprendre comment on va définir, quels critères on va prendre en compte pour définir le nombre d'unités à apporter. Alors, le premier point, ça va être ce nombre d'unités, on va l'ajuster en fonction du type de gazon auquel on a affaire. Est-ce que je suis, par exemple, sur alors si je prends de gauche à droite, est-ce que je suis, par exemple, sur un stade élite? Un stade élite, on peut être à plus de 400 unités d'azote apportées par hectare et par an, hein. On est même régulièrement à 500, 600, même certains apportent encore plus que cela. C'est aussi très lié au type d'engrais que vous employez. Quand on va être sur un terrain d'honneur, on va plutôt être autour de 200 à 300 unités d'azote. Sur des greens de golf, alors sur les greens, on a de tout, hein. Il y a des gens qui fertilisent à moins de 100 unités d'azote. De mon point de vue, techniquement, c'est extrêmement risqué d'un point de vue gestion du risque pathogène. Je pense à des maladies comme l'anthracnose, notamment, mais pas seulement, hein, le piétin, il y en a d'autres, les fusarioses, etc. Une fourchette allant de 180 à 230 unités me paraît assez juste pour du green de golf. Ensuite, on a les départs, dans lesquels on va pouvoir également, j'ai envie de dire, on pourra fertiliser autour de 100 à 180 unités d'azote. Les hippodromes, on sera à peu près au même niveau. Et puis enfin, à droite, les jardins de particuliers, eh bien, on pourra avoir une fertilisation qui se situera entre 100 à 150 unités. Alors, je dis jardin de particulier, mais ça peut être aussi du jardin public dans une collectivité, bien évidemment. Donc, j'ai envie de dire, première variable, premier critère d'ajustement, le type de gazon auquel on est affaire. Le deuxième va être la région dans laquelle je me trouve. Pourquoi? Parce que l'activité du gazon va beaucoup dépendre de l'ensoleillement, va beaucoup dépendre de la pluviométrie, va dépendre du climat, va dépendre de la température. Ces différentes cartes de France représentent justement à gauche la carte d'ensoleillement. Alors on voit très bien que, sans surprise, dans le sud-est, on a un ensoleillement qui est beaucoup plus important que dans le nord de la France. Mais on sait que dans le nord de la France, le soleil il vient avant tout du cœur. Pour la pluviométrie, eh bien, on a des différences qui sont également fortement très importantes, hein. On sait que la région, par exemple, du Pays Basque, c'est une région qui est extrêmement humide, avec une pluviométrie qui peut être supérieure à 2000 mm par an. Les climats, hein, est-ce qu'on est dans le sud-est, est-ce qu'on est par contre dans l'ouest? On a des climats en région montagneuse, on peut avoir des climats qui sont très différents. Et puis les températures, bien évidemment, hein, donc des températures moyennes
qui sont très différentes. Si je me trouve donc en Algérie, petit clin d'œil à nos collègues du Maghreb, si je suis à Nice ou si je suis en Suisse, en Belgique ou dans le nord de la France. Alors, pour vous donner justement aussi un ordre d'idée, un gazon à Marseille, par exemple, pourra consommer jusqu'à 50 unités d'azote en plus par an, par hectare et par an, qu'un gazon à Lille. Donc ça, c'est un point aussi qui va être extrêmement important pour vous dire qu'un plan de fumure à Marseille n'aura probablement rien à voir avec le plan de fumure que je ferai à Strasbourg, que je ferai à Lille ou que je pourrais faire à Brest. Une fois qu'on a pris en compte la région, il faut aussi prendre en compte la flore en place. Toutes les espèces de graminées à gazon n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Pour essayer de segmenter les choses, les espèces qu'on utilise sur terrain de sport, je pense à régras anglais, je pense à paturin des prés, sont des espèces qui sont très exigeantes en azote. Elles ont des besoins en azote qui vont jusqu'à 300 unités par hectare et par an. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut apporter 300 unités sur votre terrain. Parce qu'on va prendre d'autres critères en compte, la région dans laquelle vous vous trouvez, et vous le verrez tout à l'heure, la restitution naturelle de l'azote par le sol. C'est un point qu'il faut aussi prendre en compte. Mais il faut quand même avoir en tête que régras paturin, 300 unités. Si jamais j'en apporte moins, on ne va pas leur apporter suffisamment d'éléments nutritifs, ils ne seront pas suffisamment forts, ils ne vont pas suffisamment se densifier, et ce sera la place laissée aux herbes indésirables. A contrario, on a d'autres espèces, comme les fétuques rouges ou les fétucovines, qu'on retrouve beaucoup dans les mélanges agrolimitants, justement, qui ont des exigences en éléments nutritifs et notamment en azote beaucoup plus faibles. Donc, on va adapter le plan de fumure en fonction de leurs besoins. Voilà, elles ont des besoins plus faibles, eh bien, on fertilise moins. Alors, justement, pour illustrer mes propos, et j'ai envie de dire, illustrer mes propos sur la nécessité de fertiliser pour avoir moins d'herbes indésirables et moins de mousse. C'est d'autant plus important aujourd'hui, en 2021, que vous avez peut-être déjà tous entendu parler d'un arrêté qui a été publié le 21 janvier dernier, qui date du 15 janvier, qui, en gros, va étendre les restrictions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques en espace vert. Ça ne veut pas dire les interdire, hein. Attention, il y aura toujours des possibilités de le faire, mais en tout cas, les restrictions seront plus strictes. Et donc, il va falloir trouver des solutions palliatives. Je pense notamment, alors bien évidemment au parc et jardin, mais là, les phytos conventionnels étaient déjà interdits, mais je pense aux jardins de particuliers, je pense aux terrains de sport qui ne sont pas dotés, dont l'accès est libre, sans aucun contrôle, sans barrière, sans clôture, sans main courante. Il va falloir trouver des solutions pour empêcher que ces mauvaises herbes puissent s'installer. Et l'une des clés principales, de mon point de vue, c'est déjà de suffisamment fertiliser son terrain. Pourquoi ? Regardez ces deux petits graphiques. Vous avez en bleu, à gauche, l'envahissement d'un terrain de sport par les mauvaises herbes. Et en orange, c'est le niveau de fertilisation azotée. Vous voyez que si jamais en orange, c'est la densité du gazon. Et à ma gauche, là, si vous voyez bien ma flèche, on est à 0 unité d'azote. Vous voyez la densité, elle est relativement faible. Et par contre, j'ai du coup un gros envahissement par les mauvaises herbes. Ensuite, je passe juste à ma gauche, je suis à 100 unités d'azote, je vois que ma densité augmente, mais pas suffisamment pour empêcher les mauvaises herbes. Et puis à partir de 200 unités d'azote, ça s'inverse. La densité devient extrêmement importante et les mauvaises herbes sont nettement moins présentes. Pourquoi ? Parce que, eh bien, le gazon étant suffisamment épais, les herbes indésirables n'ont plus la place de s'installer. Si vous prenez le graphe de droite, c'est exactement la même chose, mais pour la mousse. 0 unité d'azote, je suis envahi par les mousses. Et puis plus je vais fertiliser, jusqu'à 200 unités d'azote, et moins j'aurai de mousse dans mon gazon. Ça veut dire quoi ce que je vous raconte ? Ça veut dire que vous voyez qu'il y a à peu près un niveau de fertilisation qui est, de mon point de vue, déterminant sur un terrain de sport traditionnel ou sur un parc et jardin traditionnel. C'est le niveau 150-200 unités d'azote. Imaginez fertiliser à moins de 200 unités d'azote un terrain de sport. De mon point de vue, c'est une erreur technique. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas nourrir suffisamment votre gazon, il ne va pas arriver à suffisamment se régénérer, il va perdre en densité, résistera moins au piétinement, il sera envahi par les herbes indésirables, et les herbes indésirables demain, vous ne pourrez plus vous en débarrasser, et vous n'aurez plus de solution. Donc, plutôt que de considérer les herbes indésirables comme une cause, c'est-à-dire, mince, j'ai des mauvaises herbes, comment je fais pour m'en débarrasser ?
on va plutôt les considérer comme une conséquence, c'est-à-dire je risque d'avoir des mauvaises herbes si mon gazon n'est pas suffisamment dense. Donc déjà, je commence par travailler sur la densité de mon gazon pour éviter les herbes indésirables. Et pour travailler sur cette densité de gazon, la fertilisation, elle est déterminante, pas seulement. Les opérations mécaniques d'aération seront également importantes, mais la fertilisation, il faut qu'elle soit suffisante pour permettre au gazon d'être suffisamment dense. Je suis toujours dans mon étape 2, combien d'unités annuelles apporter? Troisième critère, la fréquentation de la pelouse. Comme je l'ai dit, plus un terrain est joué, mieux le gazon devra être nourri. Le tableau que vous voyez présent ici, ce sont les recommandations d'utilisation des pelouses présentes dans la norme NFP 90-113, qui est la norme de construction des surfaces en gaz, des terrains de grands jeux en France. Cette norme a été révisée et a été publiée récemment au mois d'octobre ou de novembre dernier. Donc là, je vous ai juste mis le tableau des recommandations d'utilisation en fonction du type de substrat auquel vous êtes, si vous êtes un substrat élaboré renforcé, substrat élaboré, substrat avec plus de 75% de sable ou moins, et on vous donne un niveau d'heures d'utilisation en fonction de la période de l'année, bien évidemment, parce que vous imaginez bien qu'en hiver, le terrain a moins de faculté de se régénérer qu'en été. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, un terrain qui serait joué à plus de 10 heures par semaine devra recevoir 40 à 50 unités d'azote en plus par an qu'un terrain joué moins de 5 heures. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et j'ai envie de dire, j'espère que les gens qui vous construisent des plans de fumure vous posent cette question avant de vous construire un plan de fumure. C'est combien d'heures par semaine votre terrain est joué? Parce que c'est un point qui est essentiel pour donner la capacité au gazon de se régénérer si jamais il est très fréquenté. Critère suivant, la restitution de l'azote à partir de la matière organique du sol. Cette norme, encore une fois, la norme 90-113, recommande 1 à 3% de matière organique dans un substrat sportif. Pas moins de 1%, mais pas plus de 3%. Si j'en ai moins de 1, je n'ai pas assez. Si j'ai plus de 3, eh bien, je vais avoir des problèmes de ressuyage, je vais avoir des remontées de vers de terre importantes, etc. 1 à 3% de matière organique, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 15 à 45 tonnes de matière organique par hectare, qui a la faculté de libérer 15 à 50 unités d'azote par hectare et par an, essentiellement au printemps et en début d'automne. Donc ça, c'est des points qu'on va aussi prendre en compte, nous. On va regarder votre analyse de sol, on va regarder quelle est votre teneur en matière organique, on va estimer la quantité d'azote que le sol va naturellement libérer, et quand, pour pouvoir ajuster au mieux le plan de fumure et choisir le bon équilibre en fonction de ce que votre sol va naturellement restituer. Voilà, donc ça, c'est aussi un point qui est intéressant. Donc tout à l'heure, par exemple, je vous disais, le régras anglais, c'est 300 unités, il a un besoin de 300 unités d'azote par hectare et par an. Si vous êtes sur un substrat qui restitue 50 unités, ben on va les déduire. On va faire 300 moins 50, et donc le programme de Ferti, il sera à 250 unités pour l'année. Alors, justement, quand on va fertiliser dans l'année, on va essayer aussi de respecter un équilibre, un ratio entre les différents éléments nutritifs. C'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, le gazon, il consomme à peu près 3 fois plus d'azote que de phosphore, et il consomme entre 2 à 3 fois plus de potassium également que de phosphore. Ça veut dire que si j'apporte, par exemple, 70 unités d'azote, 70 unités de phosphore, eh bien, il faut que mon programme de fertilisation apporte 210 d'azote. 70 fois 3, ça fait 210 d'azote et à peu près autant de potassium. Ça, c'est l'exportation, c'est ce que le gazon a besoin. Et après, on va aller ajuster cet équilibre de type 3-1-3 en fonction de ce que votre sol contient déjà. Est-ce qu'il a certaines carences ou est-ce qu'il a certains excès en éléments nutritifs? Et là, je vous renvoie à mon étape 3, qui sera prendre en compte l'analyse de sol. Alors, donc, on arrive juste à la fin de cette étape 2, qui est donc combien apporter d'unités. Eh bien, vous voyez, vous avez ce tableau qui résume à peu près la situation, avec, j'ai envie de dire, le type de gazon auquel vous êtes confronté. Rappelez-vous, on a parlé type de gazon au début de cette étape 2. Gazon extensif, gazon moyennement exigeant, exigeant, très exigeant. Et puis après, vous voyez que vous avez des fourchettes qui sont relativement larges,
Mais ce qui est logique, parce que ces fourchettes, comme je vous l'ai expliqué, vont dépendre de la région dans laquelle vous vous trouvez. Encore une fois, si je suis en Mayenne, je ne vais pas fertiliser de la même manière que si je suis sur un golfe montagneux en Savoie ou Haute-Savoie, et je fertiliserai encore différemment à Biarritz. La fréquence d'utilisation, je vous l'ai dit, hein, plus un terrain va être joué, mieux je devrais le nourrir. Donc ça, c'est un point qu'on va prendre en compte pour ajuster le niveau de fertilisation apporté. La restitution naturelle par le sol, c'est aussi un point qu'on prendra bien évidemment en compte pour calculer le niveau de fertilisation adapté. Alors, je passe à mon étape 3 et puis je fais juste une petite parenthèse pour tous ceux que ça intéresse. Hein, si cette présentation vous intéresse, ma collègue Cécile Ribanelli, qui vous avait envoyé le lien de connexion par Zoom, vous enverra la présentation et vous la mettra à disposition. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, troisième étape, une fois qu'on a défini le budget, on a défini le niveau d'éléments nutritifs, on va aller ajuster ce niveau d'éléments nutritifs en fonction de l'analyse de sol. Alors, je vous ai mis un exemple, donc sur la droite, qui est un exemple d'analyse de sol d'un terrain en région Rhône-Alpes-Auvergne, où vous avez, sur ce terrain, si vous voyez bien ma flèche, une très belle carence en potassium. On est à 0,05 g par kilo de potasse, on devrait être entre 0,12 et 0,15. Et à contrario, on a un excès de phosphore, et on a aussi un très bel excès de phosphore, et on a un petit excès de matière organique. On est à un bon niveau de matière organique sur cette analyse, c'est celle d'après où on a un petit excès que je vous la montrerai juste après. Si sur cette… donc vous voyez, on a ce résultat d'analyse, on a une carence en potassium qu'on va devoir aller corriger. Corriger une carence en potassium, ça veut dire apporter un supplément de potasse pour non seulement couvrir les besoins du gazon, mais en plus aller corriger la carence dans le sol. Ce qui veut dire que pour corriger cette carence, je vais devoir apporter 50 unités, donc 50 kg de potasse en plus par hectare et par an, et cela pendant 3 ans. Alors ça, c'est nous qui l'avons calculé. Demain, vous avez une analyse de sol, vous voulez qu'on calcule avec vous. J'ai envie de dire, c'est notre métier chez Compo Expert de vous accompagner dans ce domaine-là. Ce qui veut dire que si mon plan, admettons que le plan que j'avais bâti à l'origine était un plan de type 200 unités d'azote, 70 de phosphore, 200 de potasse, eh bien mon plan va devenir, cette fois, 230, 250. Alors, je réduis ma fertilisation en phosphore. Vous voyez, je suis passé de 70 à 30, je l'ai réduit de 40 unités parce qu'on voit très bien sur ma flèche que j'ai un excès de phosphore. Donc, je veux dire, le sol en a déjà beaucoup, donc ça ne sert à rien d'aller en rajouter encore. On va faire l'impasse. Et par contre, à contrario, on va aller corriger cette carence en potasse. Et comme voilà, j'ai calculé cela pour ce webinaire, il faudrait apporter 50 unités de plus par hectare et par an. Mon 200 unités d'origine devient 250 unités. Et donc, mon équilibre global devient 230, 250. Voilà, j'ai bien pris en compte mon résultat d'analyse de sol. Sur ce terrain-là, un autre exemple, hein, bien là, vous voyez, au contraire, ce que je disais, on avait un excès de matière organique. Donc là, évidemment, sur un terrain où on aurait un excès de matière organique, c'est-à-dire au-delà des 3%, eh bien, je ne vais surtout pas en rapporter parce que je ne vais faire qu'accentuer cet excès avec toutes les conséquences que ça aura derrière. Un terrain qui se ressuit mal l'hiver, un risque pathogène l'été, des remontées de vers de terre très conséquents lorsqu'il va faire doux et humide avec leurs turicules qui vont nuire à la qualité de la planité de votre terrain. Donc voilà, n'allons surtout pas dans un phénomène d'éponge dès qu'il va beaucoup pleuvoir. Donc là, très clairement, sur un substrat comme ça, on fera absolument pas d'apport en matière organique. C'est très rare d'avoir des carences en matière organique, d'ailleurs, sur un sol sportif. Une fois que j'ai adapté mon nombre d'unités à mon type d'analyse de sol, eh bien, je vais aller choisir la bonne technologie d'engrais. Alors là, cette diapo elle est un petit peu lourde, je m'en excuse, mais j'ai voulu vous rassembler l'ensemble des critères à regarder pour faire le bon choix de la technologie d'engrais dans votre plan de fumure. La plus grosse erreur qu'on rencontre, c'est les gens qui regardent uniquement l'équilibre NPK. Ah ben, je veux un 25-8.
Ce n'est absolument pas un critère suffisant. Il y a bien d'autres critères qu'il faut regarder. Est-ce que l'engrais est conforme à la réglementation française? Malheureusement, il y a beaucoup de produits qui ne respectent pas le cadre réglementaire français. Je pense notamment, on y reviendra un petit peu plus tard dans le webinaire, aux biostimulants. Il y a beaucoup de produits qui revendiquent des actions biostimulantes sans respecter le cadre réglementaire français. Il faut que vous soyez vigilants là-dessus. Est-ce que mon granulé est complexe, vrai ou pas? Vous verrez une petite photo juste après. Est-ce que les granulés sont de forme ronde ou au contraire anguleux? C'est des choses que vous devez demander à vos fournisseurs d'engrais. Quelle est la taille et le nombre de granulés par gramme d'engrais? Je vous montrerai quelque chose après aussi. L'indice d'activité, l'efficience de l'azote, quelles sont les formes d'azote à libération lente dedans? Quelle est la solubilité du phosphore? Quelle est celle du magnésium? Quelle est la forme de potasse de mon engrais? Est-ce que je suis sur une forme sulfate à privilégier ou une forme chlorure à éviter? Est-ce que j'ai du magnésium? Est-ce que j'ai des oligo-éléments? Est-ce que j'ai des additifs agronomiques dans l'engrais? Est-ce que j'ai une teneur en métaux lourds la plus faible possible? Ça, ce sont les critères majeurs pour évaluer le type, la qualité, la technologie d'engrais que vous allez utiliser, que vous allez choisir pour fertiliser votre gazon. Alors, justement, pour vous rendre compte, volontairement, j'ai mis deux photos très, très différentes et j'espère que vous vous en rendez compte. À gauche, ces deux engrais-là, c'est deux engrais 25-8. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'engrais pour ces deux photos prises à gauche et à droite. À gauche, de mon point de vue, je pense que ça ressemble plus à des graviers qu'à de l'engrais. Vous avez pourtant, je vous assure que c'est de l'engrais, c'est un engrais qui est commercialisé en France. Il n'y a pas un granulé qui a une forme semblable, ils n'ont que des formes qui sont différentes. Alors, il y en a certains qui ont des formes qui sont relativement rondes. Par contre, on a des formes qui sont extrêmement anguleuses. Vous avez des formes qui sont compactées. Et on est sur un engrais de mélange. Vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Ça veut dire qu'on a un engrais qui a des compositions qui sont totalement différentes. C'est quoi la marque qu'on n'achète pas ça, quoi? Je ne me permettrai pas de le dire, Florent, parce que je voudrais, voilà, ce n'est pas le but. Ou je vous le dirai peut-être, mais de manière plus en aparté. Voilà. On n'est pas là pour faire le gendarme, mais malheureusement, voilà, il y a ce type d'engrais qui circule en France. Okay. Qui circule en France. Bon, c'est assez gênant. Merci. Et pour vous rendre compte aussi, c'est que dans cet engrais-là, moi, je me suis amusé à peser le nombre de grains qu'il y avait dans un gramme d'engrais. Il y a 20 grains par gramme d'engrais. D'accord? Donc, 20 grains par gramme d'engrais, si vous l'utilisez à 20 grammes par mètre carré, vous allez avoir 400 grains, 400 impacts sur un mètre carré. Un engrais comme ça, qui est Floranit Twin Turf, vous voyez que tous les grains sont ronds, tous les grains ont strictement la même composition, on est à 3500 grains par gramme d'engrais. Si je l'utilise aussi à 20 grammes, j'ai 70 000, j'ai bien dit 70 000 impacts au mètre carré. Alors vous imaginez bien que la répartition des éléments nutritifs au sol va être nettement plus homogène avec un granulé comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels je voulais attirer votre attention, vous sensibiliser. Surtout, ne vous arrêtez pas à la formule NPK parce qu'il y a trop de différences et je crois que ces deux photos sont relativement bien représentatives. Alors, pour vous donner justement quelques pistes pour faire le bon choix, lorsque je vais être sur du green de golf, lorsque je vais être sur du gazon de prestige, je vais m'orienter vers des engrais organiques de synthèse. Pourquoi? Parce qu'ils vont se déliter. Et comme on est sur des gazons qui sont tondus très courts, du green, ça peut être tondu entre, on va dire, autour de 3 mm, ça peut être un peu plus, ça peut être même des fois un petit peu moins en période de compétition. 3 mm tondu une fois, voire même 2 fois par jour lorsque ça pousse beaucoup et qu'il y a compétition, il nous faut des granulés qui se délitent très rapidement. Donc là, on est sur de la granulométrie très fine, entre 0,5 et 1,4 mm. Chez Compo Expert, c'est la gamme Floranit Twin Eagle. Il y a plusieurs compositions en fonction de l'année, on y reviendra un peu plus tard. Lorsque je suis sur du terrain de sport, du départ, parquet jardin, fairway, là, je vais être sur du 0,7, 2,8 mm, donc de la granulométrie un petit peu plus importante, parce que plus je vais être sur du granulé fin, plus ça coûte cher à fabriquer, donc plus vous l'aurez dans l'impact de l'engrais du prix auquel vous l'achèterez. Donc là, on va plutôt aller travailler sur du 0,7, 2,8, c'est largement suffisant pour un usage sur du parquet jardin, terrain de sport, départ de golf. Lorsque je vais être sur de la plaine de jeu, sur du fairway, sur des budgets serrés, je vais avoir des technologies qui sont un petit peu moins performantes que les deux premières dont je vous ai parlé. Là, on va retrouver par exemple des engrais partiellement enrobés, on va retrouver également des engrais minéraux, on peut retrouver aussi des engrais bio.
Alors, je devrais plutôt dire des engrais UAB, parce que le terme bio n'existe pas dans notre métier. Bio, c'est pour du consommable, des choses que l'on mange. UAB, c'est utilisable en agriculture biologique. Si par exemple, vous avez des herbes indésirables déjà dans votre terrain, ou si vous avez de la mousse, eh bien, on va vous orienter vers des engrais mixtes qui contiennent également des principes actifs qui vont permettre d'éliminer les adventices. Leur avantage, c'est qu'ils se présentent comme un engrais, ça s'épand avec un épandeur à engrais et qu'il n'y a pas de délai de rentrée avec ces produits-là. Ça reste des produits phytopharmaceutiques. Celui de droite est un produit de biocontrôle, mais ils ont une praticité d'emploi qui est relativement intéressante. Si par contre, votre but, c'est justement d'aller faire un travail au moment des travaux de rénovation et d'aération, on va vous orienter vers des conditionneurs, des améliorateurs de sol, qui sont en plus biostimulants, on y reviendra un petit peu plus, il y en a 2 chez nous. Et pour vous montrer une photo, vous voyez, ça c'est un gazon qui a de la région Rhône-Alpes également, qui en fait c'est un plaquage qui a été fait sur un substrat élaboré. La photo a été prise 3 semaines après le plaquage. Et donc, juste avant le plaquage, on avait fait un apport de 600 kHz d'agrosile alguine associé à 600 kHz d'agrosile LR2. Je pense que les résultats sur le système racinaire sont assez parlants. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo. Je passe à mon étape 5. Mon étape 5, maintenant que j'ai choisi ma technologie d'engrais, en fonction, vous voyez, du gazon, en fonction d'un certain nombre de critères, je vais aller déterminer le nombre d'apports que je vais faire dans l'année. Pour ça, il y a 2 critères qui sont intéressants pour déterminer le nombre d'apports. Le majeur, le principal, c'est la capacité de votre sol à stocker les éléments nutritifs. Alors, vous voyez un frigo, vous avez 2 frigos sur la diapo. Pourquoi? Si chez vous, vous avez un grand frigo qui a une grosse capacité de stockage, vous pouvez aller moins souvent faire vos courses à la grande surface. Par contre, remplir plus votre chariot parce que vous aurez la place dans votre frigo pour stocker. Si par contre, vous avez un petit frigo chez vous, eh ben, vous n'allez pas y aller vous n'allez pas remplir votre frigo, vous allez acheter moins de courses parce que vous savez que vous n'aurez pas la place pour les stocker, mais par contre, vous reviendrez plus souvent à la grande surface. Eh bien, pour la nutrition de notre gazon, on va faire la même chose. Si votre sol a de grosses capacités de stockage, eh bien, je vais pouvoir lui apporter plus d'engrais d'un seul coup et en apporter moins souvent. Si par contre, je suis sur un sol extrêmement filtrant, sableux, je pense au green de golf, je pense aux substrats élaborés ou les substrats hybrides sur des terrains de haut niveau, eh bien là, je vais fractionner mes apports, mais apporter moins à chaque fois. Le deuxième critère qu'on va prendre en compte, c'est aussi la sollicitation du terrain. Encore une fois, la fréquence d'utilisation. Si j'ai un terrain qui est très fréquenté, eh bien, je vais aller quand même plus fractionner mes apports d'engrais que si je suis sur un terrain, un gazon qui est relativement extensif. Donc, vous voyez, quand je suis sur un terrain relativement peu sollicité ou avec des fortes capacités de stockage, eh bien, on va pouvoir envisager 3 à 4 apports dans l'année. Dans certains cas, on peut même être à 2. Et puis, quand je suis sur un terrain très sollicité ou avoir une très faible capacité de stockage, je peux être à 5, 6, 7, voire 10 apports et quelquefois même plus que cela dans l'année. Une fois que j'ai défini mon nombre d'apports, eh bien, je vais décider quand je dois fertiliser. Alors, il y a 4 périodes qui sont déterminantes, qu'il faut connaître. La période qui arrive, là, on est en train de mettre les pieds dedans. C'est la période mars-avril qui commence même dans certaines régions fin février. Vous allez voir ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Juin-juillet également, qui est une période assez charnière parce qu'on a l'été qui arrive, parce que c'est aussi une période, je pense, au terrain de sport où on fait des gros travaux de rénovation. La période septembre, post-estivale, où il faut relancer un petit peu la croissance du gazon avant l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Et puis enfin, la fertilisation précoce d'hiver. J'avais fait un webinaire dessus fin octobre en 2020. Je vous renvoie donc à notre chaîne YouTube, il est en ligne, il est en replay, et c'est probablement la fertilisation la plus importante sur les gazons, quels qu'ils soient, qu'on soit sur du green, du départ, du fairway, qu'on soit sur du parquet jardin, qu'on soit sur un hippodrome, qu'on soit sur du terrain de sport, c'est la fertilisation la plus importante. Donc vous voyez, 4 périodes charnières. Par contre, on peut être plus précis que ça aujourd'hui. On peut être plus précis que ça grâce aux outils d'aide à la décision connectés. Alors, chez CompoExpert, on a signé un partenariat avec une entreprise spécialisée dans ces outils connectés. C'est pareil, je vous en renvoie à un webinaire que j'avais organisé au mois de juin l'année dernière sur
notre station météo Météus est connectée et la sonde capacitive Sentech, donc connectée parce que reliée à une application dédiée, donc vous voyez en live ce qui se passe sur votre smartphone. Et pourquoi ces outils d'aide à la décision sont aussi importants? Eh bien, pour cette raison-là. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier passage de l'année. Enfin, premier intérêt pour bien positionner mon premier passage de l'année. Il faut savoir que les gazons en règle générale, et notamment le régras anglais, nécessitent son premier passage lorsque la température, le cumul des températures moyennes depuis le 1er janvier atteint 200 degrés. Quand j'atteins 200 degrés de cumul depuis le 1er janvier, c'est le moment de faire cette première fertilisation précoce d'hiver. C'est le premier passage d'engrais dans l'année, excusez-moi. Ce graphique, je l'ai fait quand j'ai travaillé sur le webinaire, sur cette présentation, il y a une quinzaine de jours. Et ce graphique correspond à une station météo en Corrèze. Station météo connectée en Corrèze, sur un terrain en Corrèze. Vous voyez qu'au 1er février, on était à 120 degrés cumulés depuis le 1er janvier. On estimait dans les 7 jours qu'on atteindrait 145 degrés, c'est-à-dire autour du 7-8 février. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, on est au 19 février, on a sur ce terrain atteint les 200 degrés. Ça veut dire que à partir de maintenant, nous sommes dans la période cruciale, charnière, pour faire ce premier passage. Alors oui, on peut le faire plus tard, on peut le faire dans un mois, mais je sais que là, c'est vraiment le moment important. Et si jamais je ne le fais pas là, qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains? J'ai un gazon qui va commencer à s'affaiblir, qui va commencer à péricliter, qui va jaunir, qui va peut-être perdre en densité. Et donc, eh bien, dès dès mi-mars, on va voir la germination de pâture annuelle, de mauvaises herbes qui vont venir s'installer. Donc, plutôt que laisser ces herbes indésirables venir s'installer, faisons la fertilisation au bon moment. Et sur ce terrain-là, grâce à la station météo connectée, je sais que maintenant je suis dans le bon moment. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vous avais aussi mis quelques dates. Donc, Corrèze, premier passage, j'ai mis dans les 10 jours, hein, parce que je sais que je suis dans la bonne période. Donc, ça veut dire dans les 10 jours, il faut que je le fasse. Dans la région de l'Aveyron, eh ben, on est plutôt dans les 20 jours. En région centre, en région orléanaise, on a aussi quelques stations météo connectées. En région orléanaise, on sait que ce premier passage, il va falloir le faire dans les 15 jours parce que j'aurai atteint les 200 degrés. En région lyonnaise, c'est dans les 15 jours. Et en région parisienne, on est plutôt dans les 20 jours. Voilà. Donc, ces données-là, ce sont des données qui sont très précises, basées sur des stations météo connectées qui sont installées sur des terrains comme les vôtres. Si demain, vous êtes intéressé pour installer une station météo connectée pour être très précis sur les dates d'apport d'engrais, eh bien, je vous invite à vous mettre en relation avec nous et on vous expliquera de manière un petit peu plus détaillée comment fonctionne cette station météo connectée. Le passage du mois de juin. Le passage du mois de juin, il va être aussi crucial. Rappelez-vous 2020, canicule, sécheresse, problème d'arrosage des gazons qui étaient en difficulté. Eh ben, peut-être qu'on n'a pas tout fait non plus au mois de mai-juin en termes de fertilisation. Donc ça, donc juin, c'est vraiment une période qui est fondamentale pour dynamiser l'enracinement lors des travaux de rénovation, pour améliorer la tolérance aux risques caniculaires et de manque d'eau, renforcer la capacité du gazon. Et pour cela, on a 2 éléments nutritifs qui sont cruciaux, le potassium d'un côté, la silice de l'autre. Le dernier passage de l'année. Le dernier passage de l'année qu'on fait en novembre-décembre, le repère, c'est température du sol sous 10 degrés. Alors, en fonction des régions, approximativement, on est entre fin octobre et mi-décembre. Si on veut être plus précis, eh bien, encore une fois, on va servir de nos outils d'aide à la décision connectée. Pourquoi? Parce que sur notre sonde Sentech, notre sonde capacitive, on a un capteur de température de sol. Donc, nous, chez Compo Expert, dès que la température de sol va descendre sous 10 degrés sur votre terrain, eh bien, on va vous envoyer un message en vous disant « ça y est, c'est passé sous 10 degrés, on est là dans la période charnière pour faire ce dernier passage d'engrais ». Alors, nous, on vous l'envoie, mais vous le verrez aussi en live sur votre smartphone. Mais c'est notre rôle, encore une fois, de vous accompagner. Il faut savoir que eh bien, tous les 15 jours, pour les gens qui sont équipés d'une station météo connectée, on leur envoie un petit compte-rendu de ce qui s'est passé depuis 15 jours sur leur terrain, plus ce qui va se passer dans les 8 jours,
avec les prévisions et les conseils qu'on peut leur apporter. Ça permet de monitorer et de suivre de manière très précise les gazons, vos gazons et vous apporter tous les conseils nécessaires. Donc là, on a vu quand fertiliser. On passe à notre avant-dernière étape, qui est l'étape 7, choisir le bon équilibre d'engrais. Alors, je vais dire sans surprise, quand je vais utiliser un équilibre azoté lorsque je suis en début de printemps pour relancer la vigueur de la plante, c'est-à-dire maintenant, enfin fin d'hiver, début de printemps, et puis bien sûr aussi en fin d'été, début d'automne. Je peux également utiliser des équilibres azotés pour relancer la vigueur du gazon si j'ai eu des très grosses opérations mécaniques à l'intersaison. Et puis, à contrario, je vais utiliser des équilibres plutôt potassiques en fin de printemps. Ça veut dire, vous voyez, la période juin, c'est une période intéressante pour cela. Et puis, bien sûr, pour la fertilisation précoce d'hiver. Je vais pouvoir aussi faire le choix d'engrais qui sont enrichis avec des micro-organismes, des biostimulants. Alors, les micro-organismes, il faut savoir qu'ils se développent et ils ont besoin d'une température minimale, une température de sol minimale. On parle de 14 degrés. Donc, les équilibres avec micro-organismes, on va plutôt les utiliser sur une période qui va d'avril à octobre selon les régions et qu'on va les choisir dès lors qu'on est face à un gazon qui subit des stress. Ces stress, ça peut être une fréquence de jeu élevée. Si vous êtes à plus de 10 heures, je parlais de 10 heures tout à l'heure, ça va être très intéressant d'aller choisir des engrais enrichis en BS, enrichis en bacillus, dès lors qu'on a une très grosse fréquentation. Si au contraire, si par exemple j'ai un risque caniculaire l'été, je vais le travailler en amont au mois de juin en allant apporter également cette bactérie pour favoriser un développement du système racinaire. Et puis, si jamais j'ai de l'ombre, si jamais j'ai de la sécheresse, si jamais il y a un risque pathogène. Si, par exemple, je dois aller corriger, j'ai vu que dans mon analyse de sol, j'avais des corrections à faire parce que j'ai soit un excès de phosphore, eh bien, je vais utiliser des formules NK sans phosphore. Je vous ai mis l'exemple de Floranit Twin NK. Si au contraire, j'ai une carence en phosphore, je vais m'orienter vers l'agrosyl LR2, donc un équilibre riche en phosphore. C'est un 1, 20, 0, donc 20% de phosphore pour aller corriger cette carence en phosphore. Si par exemple j'ai une carence en potasse ou magnésium, je vais aller m'orienter vers un caligazon par exemple, qui est d'équilibre 0,027 plus 10, 27% de potasse et 10% de magnésium. Donc dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure où je disais qu'il fallait compléter le programme de fertilisation par 50 unités d'azote, 50 unités de potasse supplémentaires, eh bien ce sera probablement un passage supplémentaire de caligazon que je rajouterai dans mon programme de fertilisation à 200 kg de caligazon, 200 multiplié par 27% de potasse dedans, ça me fait 54. Donc, je suis très proche de mes 50 unités de potassium que je vous ai annoncé pour aller corriger la carence en potasse pendant 3 ans. Et puis j'arrive à ma dernière étape, une fois que, donc vous avez vu, j'ai défini mon budget, j'ai défini le nombre d'unités à apporter, j'ai adapté ce nombre d'unités en fonction de l'analyse de sol, j'ai déterminé le nombre de passages à effectuer, j'ai regardé quand est-ce que je devais apporter ces passages, j'ai choisi ma technologie d'engrais, eh bien, je vais pouvoir faire aussi le choix d'aller complémenter mon programme avec des engrais liquides. Ces engrais liquides, moi, je vous propose 3 grandes familles. La première, c'est la famille des biostimulants. Alors, je fais une parenthèse, on ne le répétera jamais assez. Soyez extrêmement vigilants sur les biostimulants qui vous sont proposés. En France, un biostimulant, pour revendiquer une action biostimulante, quelle qu'elle soit, un produit doit disposer d'une autorisation de mise en marché. Une autorisation de mise en marché, ça veut dire qu'on a déposé un dossier d'homologation auprès des autorités françaises compétentes et qu'ont évalué notre dossier et nous ont délivré une homologation matière fertilisante. C'est obligatoire dans les biostimulants et malheureusement en France, je pense qu'il y a 80 voire 90% des produits qui revendiquent une action biostimulante qui ne respectent pas le cadre réglementaire français. Les risques, ils sont pour le metteur en marché, mais ils sont aussi pour l'utilisateur. Donc, ils sont aussi pour vous. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Alors, le programme que je vous propose, moi, il s'articule autour de 3 produits. L'objectif, ça va être quoi? Entretenir un pool de bactéries utiles dans le sol, venir occuper l'espace dans le sol pendant la période estivale. Ça va être aussi de durcir la feuille du gazon pour avoir un effet barrière physique, limiter la transpiration de la plante. Et puis,
Troisième objectif, profiter de l'effet anti-stress des algues. Alors pour cela, on va utiliser un Vitanica SI enrichi en silice de juin à août à 20 litres hectare toutes les 3 semaines. Objectif, renforcer les parois cellulaires, devancer le risque caniculaire et de sécheresse, par exemple ce qu'on a connu l'été dernier. Deuxième objectif, comme je l'ai dit, entretenir le pool de bactéries utiles pour occuper l'espace du sol. Rôle de Vitanica RZ, application mai à septembre, toutes les 6 semaines, 20 litres hectare. Et puis enfin, troisième produit, Vitanica P3 Extra. Celui-là, c'est mon extincteur. Je le garde sous le coude et dès que j'ai l'apparition d'une tache suspecte, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, je sors mon Vitanica P3 Extra et je l'applique à 30 litres hectare. Donc voici un programme relativement simple avec des applications répétées sur ces 3 solutions biostimulantes qui sont bien évidemment homologuées. Deuxième programme liquide, le programme liquide compétition couleur. Compétition couleur, c'est, eh bien, j'ai une compétition de golf ce week-end où j'ai le tournoi des minimes. J'espère qu'on reverra vite les joueurs jeunes et moins jeunes sur nos sols sportifs prochainement, où j'ai un propriétaire riche qui a un très très beau gazon et qui vient ce week-end, il faut que le gazon soit au top, eh bien, je vais faire des applications de fer, de fer 4 à 5 jours avant la compétition. 2 options pour vous, une option granulée, c'est le ferrotope granulé, une option liquide, c'est le ferrotope liquide qui s'applique en pulvérisation. Là, le choix se porte essentiellement, j'ai envie de dire, sur vos pratiques, l'équipement que vous avez. Est-ce que vous préférez l'appliquer en pulvérisation liquide ou est-ce que vous préférez l'appliquer en granulé? Troisième type d'engrais liquide qu'on vous propose, c'est un programme liquide gestion de l'arrosage et ressources en eau l'été. Et là, on vous propose un produit comme le Kick. Alors, vous voyez, j'ai lancé une petite vidéo en bas à droite. Vous la voyez, on est sur un substrat très hydrophobe. Qu'est-ce qui se passe si j'apporte que de l'eau? Eh bien, mon eau reste en surface et n'arrive pas à pénétrer, donc aller nourrir ma plante. Si par contre, je l'applique avec du Kick, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Voilà, l'eau rentre très facilement dans le substrat et vient humecter mon substrat. C'est la photo que vous voyez au milieu. Vous voyez la photo au milieu. Hein. À gauche, l'eau n'arrive pas du tout à gauche. Il n'y a pas d'irrigation, donc il ne se passe rien. Au milieu, j'ai de l'irrigation, mais pas de Kick. J'ai juste l'horizon de surface qui est humecté. À droite, par contre, j'ai eu mon Kick qui a été positionné. Là, j'ai une humectation qui se fait en profondeur. Et puis enfin, la photo de gauche, eh bien, c'était le petit pot à gauche sur la vidéo. C'est-à-dire, avec le Kick, j'ai mon eau qui est rentrée tout de suite. Sans le Kick, j'ai un effet toile cirée, c'est-à-dire que vous avez déjà sûrement tous vu, je pense notamment aux intendants de parcours de golf, l'eau ruisselle sur le green, mais n'arrive pas à pénétrer. Donc là, le programme liquide gestion de la ressource en eau l'été, eh bien, c'est une application de Kick toutes les 4 semaines à 2,5 litres par hectare. Donc là, j'arrive à la fin de mon étape 8 de mon programme plan de fumure. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Vianney Lenné qui va vous montrer justement, vous démontrer avec notre petit logiciel, eh bien, comment concrètement ça se passe, comment on va construire avec vous ce programme de fertilisation. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et c'est Vianney qui va partager son écran à son tour. Vianney, c'est à toi. Hop. On va y arriver. Fais ton petit... Voilà. Voilà, super. Et voilà. C'est bon, vous voyez mon écran? C'est parfait, Vianney. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, chez Compo Expert, nous avons un petit logiciel de fertilisation que je vais vous présenter. Avant tout, vous voyez donc 3 onglets en haut à gauche. D'une part, donc avant d'arriver sur ce plan de fertilisation, je vais vous montrer la possibilité de ce qu'on appelle gérer les produits, puisque ce plan de fertilisation est donc
avec les produits de chez Compo Expert, mais il est possible d'introduire d'autres produits. Je pense notamment chez Compo Expert, et si votre sol a besoin d'amendement calcique, eh bien, vous voyez, par exemple ici, là, j'ai renseigné mon logiciel avec de la chaux, de façon à ce que lorsque je vais faire mon plan de fertilisation, et si j'ai besoin d'amendement calcique, eh bien, vous allez le voir tout à l'heure, je peux retrouver cette ligne-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut incorporer différents produits qui ne sont pas forcément à la gamme de Compo Expert. C'est donc un logiciel assez ouvert. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, avant également d'arriver sur la création de mon plan de fertilisation, ce logiciel a aussi la particularité de vous donner quelques conseils sur la gestion des maladies. Et on a un petit onglet « Consulter les maladies gazon ». Vous allez le voir tout de suite. Donc voilà, on arrive sur… on a donc listé les maladies que l'on peut trouver sur gazon. Et si je prends par exemple la fusariose froide, j'arrive sur ce genre de slide où j'ai donc non seulement la photo de la maladie, non seulement également donc, les symptômes de cette maladie, les facteurs favorables. Je vois ici notamment la fusariose froide, l'humidité, couverture neigeuse, on a un petit peu en plein dedans. Et les solutions, donc, et les conseils de Compo Expert, au-delà des produits phytosanitaires, c'est vraiment les conseils liés à ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire liés à la fertilisation. Donc voilà, ce logiciel ne parle pas uniquement de fertilisation pure et dure. Un autre petit sous-onglet également. On trouve aussi dans ce logiciel tout ce qui est opération mécanique. Même principe ici. Si je prends l'opération de base, qui est l'aération à lame, donc voilà, on a le descriptif de l'opération, l'intérêt de l'opération, et puis les fréquences aussi, si je prends cet exemple d'aération à lame, et puis les cas d'utilisation et la fertilisation aussi qu'on peut adapter par rapport à chaque travaux mécanique. Et en complément, on a une petite galerie photo qui correspond je dirais, à l'opération mécanique dont on vient de parler. Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour vous dire que ça n'est pas lié uniquement à la fertilisation. Alors ensuite, si on rentre dans le dur sur la création d'un nouveau plan, avec tout ce que Stéphane vient de citer, eh bien, on peut donc créer notre plan de fertilisation. Alors là aussi, ce logiciel-là, on peut adapter. Donc là, on va parler de plan de fertilisation, c'est le sujet du moment. Mais on peut aller aussi faire un plan d'apport de matière organique par rapport aux besoins de votre sol. Toujours, la base analyse de sol. On peut également, si vous voulez, pour vous-même ou pour vos équipes, faire un plan d'entretien de travaux mécaniques annuel, avec les périodes. C'est-à-dire que voilà, je fais 2-3 fois par mois mon aération à lame. Et puis peut-être qu'il faut que je mette ça sur papier, mon aération de printemps, mon aération d'automne, aération plus légère, plus lourde, à broche, sans broche, etc. On peut faire un plan d'entretien de travaux mécaniques. On peut également incorporer les résultats d'analyse de sol, une détermination de maladie, on en a parlé tout à l'heure, également un plan d'arrosage. Donc le plan d'arrosage, nous suffit de quelques données, l'analyse de sol en donne plusieurs. Je pense notamment à l'évapotranspiration de votre région. Avec toutes ces données-là, par exemple, on peut vous faire un plan d'arrosage. Également aussi un audit de terrain, c'est-à-dire que là, on a tout un panel de questions et de remarques à remplir et ça permet d'avoir un visuel suite à une visite sur votre terrain. Et on a un petit système aussi de calcul NPK annuel assez rapide à utiliser. Donc voilà. C'est un logiciel assez complet dans le domaine de la fertilisation. Donc voilà, là je vais créer un plan de fertilisation. Donc deux solutions, soit il est déjà en place, je le recherche. Moi ce qui m'intéresse c'est de créer un nouveau client. Je vais créer un nouveau client. Allez, on va l'appeler AAA exemple. Donc voilà. Je valide. Et puis
dans ma commune ou chez ce client-là, j'ai peut-être plusieurs terrains. Donc, je vais aller créer le terrain. Donc, voilà, je retrouve mon petit exemple et je vais aller recréer. Alors, soit il y a déjà des terrains en place, hein, soit je vais recréer les terrains. Donc, en l'occurrence, je peux peut-être mettre le terrain d'honneur. Voilà, je peux également… Hop, voilà. Sur la zone également, ça peut me servir concernant si je fais un plan d'arrosage. Hein. Également, si j'ai un terrain sableux, sablo-limoneux, argileux, limoneux élaboré. Donc, on peut rentrer déjà plus de données. Et puis, par exemple, eh bien là, j'ai parlé de terrain de sport honneur pour être vraiment bien complet, je dirais, dans la présentation par la suite. On peut également aussi mettre la fréquence de jeu, on en a parlé hein, tout à l'heure, ça me donne une orientation. Et puis la surface. La surface, allez, je vais mettre 7500 mètres carrés. Donc voilà, j'enregistre tout ça et je vais rechercher mon terrain. Donc, je suis bien chez mon client, par exemple, un terrain d'honneur. Et donc, je vais créer la fiche. J'arrive sur ce tableau-là où je vais retrouver plusieurs colonnes que je vais donc remplir. Non seulement la date d'apport, on en a parlé, le type d'engrais à utiliser. Je vais remplir également, je vais avoir le choix soit en kilos hectares, soit en kilos pour ma surface. C'est pratique également. Donc voilà. Et puis ceci, vous voyez, on peut, une fois que c'est en place et que vous dites zut, je n'ai pas la bonne surface, on peut modifier la surface. Et puis si vous dites aussi, tiens, j'ai envie de, ce plan-là correspond à un autre terrain chez un autre client ou chez vous-même, vous pouvez, puisque vous l'avez créé une fois, vous pouvez aussi dupliquer ce plan de fertilisation s'il correspond à un autre terrain. Donc là, je vais créer un plan de fertilisation par rapport à tout ce qu'a cité tout à l'heure Stéphane. Donc j'ajoute des lignes. Par exemple, je vais commencer. Hein. Allez, hop, au 1er mars, j'indique les dates, j'indique mes produits. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des produits que j'ai mis dans la liste, mais on a également tous les produits. Voilà. Je vais mettre un floramide en début de printemps. Voilà, un 25,8 par exemple. Et je vais donc le mettre là également, par exemple, à 225 kg sur mon terrain. Alors, attendez, hop. Voilà. Et j'applique. Donc on arrive tout de suite, ça calcule automatiquement les unités d'azote totales, les unités d'action lente, phosphore, potasse, la magnésie et puis le cumul des oligo-éléments. C'est vrai qu'on a l'avantage dans les produits Compo Expert, dans chacune de nos formules, les oligo-éléments sont incorporés à l'intérieur du même granulé puisque nous sommes en granulé brut. Allez, je continue. Au mois de juin, je vais mettre, puisque j'arrive sur l'été, et puis on va se dire que mon analyse de sol était un petit peu carencée en potasse, eh bien, je vais mettre un engrais un peu plus potassique. Donc, on a chez nous un Floranit Twin Club, 10-5-20. La même chose, je vais le mettre, hop, on va le mettre à 300 kg sur mon terrain. Voilà, j'arrive, comme vous le voyez, 40 unités d'azote, un petit peu d'action, de phosphore, et puis là, j'ai bien chargé en potasse, qui correspond à mon exemple, non seulement d'un terrain plutôt carencé en potasse, pourquoi pas, et puis on aime bien apporter un peu de potasse pour la résistance, non seulement au jeu, mais au climat, et puis à l'entrée de l'été, c'est pleinement adapté. Je continue, je vais avoir 4 passages sur mon plan de fertilisation. Allez, au mois de septembre, en début d'été, je vais passer une formule peut-être un peu plus équilibrée. On a un Floranit Twin permanent, par exemple. La même chose, je vais donc apporter 200 kg, j'applique. Je continue, et puis on vous a parlé également de potasse pour la résistance non seulement au jeu, comme je l'ai indiqué avant l'été, et puis là, on arrive avant l'hiver, donc j'aime bien repasser une fertilisation un petit peu plus potassique avant de passer l'hiver. Un engrais qu'on pourrait passer même au mois de décembre, hein, puisque nous sommes
en Flooronic Twin, donc une libération d'azote indépendante de la température. Je pense qu'il va être un peu plus haut, Vianney. Voilà. Et voilà. Donc là, j'arrive sur mon plan de fertilisation complet, sur lequel eh bien, je vais donc le valider. Voilà. Et normalement, je devrais même être capable de le retrouver. Je vais vous le présenter autrement. Je vais rechercher mon plan, hein, une fois qu'il est fait. Hop. Le voilà. Dis donc, on fait quelques-uns de plans, Vianney. Ouais, c'est un bel outil. Et voilà, donc là, on a une présentation un peu plus complète et avec une bonne lecture. Dans un premier temps, je vais descendre tout à l'heure, mais c'est un plan que l'on peut exporter et envoyer par mail, forcément imprimé, mais envoyer par mail également. On a une deuxième petite lecture qui est pas mal. On avait fait ça il y a quelques années. C'est une lecture un peu plus directe aussi avec un radar qui prend 10 points, hein, qui effectivement, pas 10 points, plusieurs points, pardon, hein, où on a d'un point de vue environnemental une note sur 10, sur l'enracinement, la durée d'action, comme vous pouvez le lire, la résistance. Hein, vous voyez, on a une note de 9 sur 10 en résistance, et liée à la potasse que l'on a attribuée à ce plan-là. Et puis également dans la limitation de déchets, la couleur et la densité qui est importante par rapport à ce qu'on dit. Donc voilà, ça c'est un plan de fertilisation sur lequel également on retrouve, je vous parlais d'oligoéléments hein, dans les produits de chez Compo Expert, et bien là on retrouve les unités en détail. Ça aussi c'est important. Donc voilà, et avec un petit rappel aussi, on aime bien chez Compo Expert communiquer sur des faits concrets, sur l'intérêt d'avoir un gazon dense lié aux bénéfices environnementaux. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Vianney. Je vais te demander de quitter ton partage d'écran. Hop, normalement, c'est bon. Super. Et donc, moi, je vais repartager le mien. Hop. Et je vais reprendre la main. Donc, par rapport à cette démonstration que Vianney vous a faite, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Donc, dans cette présentation-là, qu'on vous mettra à disposition, on a essayé de vous construire des exemples de programmes de fertilisation qui méritent d'être ajustés hein, en fonction de tous les critères qu'on a évoqués, la région, la fréquentation d'utilisation, le type de gazon, les espèces de graminées, etc. etc. Mais pour vous donner, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner un petit peu d'idée de ce que ça peut représenter. Bah, sur des terrains à budget très serré, on est capable de faire des menus light qui représentent moins de 650 €. On a des programmes, là on est sur un programme un peu plus soutenu, technico-économique, on passe sur des vrais engrais gazon granulés, adaptés au gazon, où là on a un coût qui est autour de 1100 € avec un niveau de fertilisation à 167 unités d'azote et 144 en potasse. Et puis on passe, là on franchit un cap, on passe sur un programme de résistance, typiquement pour du green de golf, pour du terrain de sport fréquenté à plus de 5 heures par semaine. On est sur un budget qui est plutôt autour de 1700 € avec 4 passages articulés. C'est exactement le programme que Vianney vous a présenté à l'instant. Et puis ensuite, on passe sur un menu qu'on a appelé terrain d'honneur, hein, mais qu'on pourrait adapter à d'autres terrains, où l'esthétique et la résistance sont 2 critères recherchés. On est sur un budget à 2100 €, articulé autour de 5 passages. Vous voyez, je commence à fractionner mes apports parce que je suis probablement sur un sol plus sableux, probablement parce que je suis sur un terrain qui est très sollicité. On retrouve un stimulateur de racines en juin au moment des travaux de rénovation. On retrouve des micro-organismes, donc les biostimulants avec le BS. Et puis, je vous ai mis aussi en option le programme biostimulant Vitanica que je vous ai présenté il y a quelques minutes avant que Vianney ne prenne la parole. Un menu gazon de jardin particulier où là, l'objectif, je pense aux paysagistes hein, qui sont présents parmi nous aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir un gazon de qualité pour les barbecues estivaux ou pour résister aux jeux des enfants ou tout simplement parce qu'il y a un grand propriétaire qui vient un week-end. Eh bien, voici un exemple de programme plus ajusté parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à plus que cela, articulé autour de 3 apports, permanent, club.
Le coût, là, on est à peu près autour de 20 centimes d'euros du mètre carré, hein, donc c'est des coûts qui sont quand même relativement restreints par rapport à la qualité du résultat qu'on va avoir derrière et la fidélisation que vous pourrez avoir avec vos clients. Et puis je terminerai par un menu bio également aussi, hein. J'aurais dû plutôt écrire un menu UAB. Certains d'entre vous sont sensibles à ce genre de choses avec les avantages que ça a, mais aussi, hein, il faut bien l'avoir en tête, hein, les limites techniques, hein, puisqu'on ne peut pas espérer avoir des résultats qui sont équivalents à ceux qu'on peut avoir avec des engrais à libération lente, mais on est aujourd'hui capable de concevoir un menu bio. Donc là, on est sur un programme autour de 2 000 euros, articulé autour de Caligazon, et puis un nouvel engrais qui est arrivé chez nous, qui arrive chez nous plutôt maintenant, en 2021, qui s'appelle Terra Plus City Green, et pour lequel on fera un webinar dédié le mois prochain. Je vous donnerai la date en fin de ce webinar. Enfin, pour les greens de golf ou les stades élites, alors là, je n'ai pas osé vous présenter de programme parce qu'on est vraiment sur des gazons qui sont extrêmement particuliers, sur des substrats hybrides ou sur des gazons tendus à 3 mm. Donc, j'ai plutôt envie de vous dire, n'hésitez pas à venir à nous consulter et on sera ravis de réfléchir avec vous au meilleur des programmes qui puissent vous convenir. J'ai quand même voulu vous donner un exemple. C'est l'exemple du stade élite, du stade Pibaro au Centre national du football à Clairefontaine. Le stade Pibaro, c'est là où les équipes de France masculines et féminines s'entraînent lorsque vous les voyez à la télévision. Eh bien, voilà à quoi ressemble le programme. On est sur un programme granulé plus biostimulant. Ça, c'est le programme de fertilisation 2020. Voilà. Donc, on pourra vous mettre aussi à disposition. Voilà, on a de très très bonnes relations avec le Centre national du football, ce qui nous permet de vous présenter ce qu'on peut faire là-bas. J'arrive à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, eh bien, on va être à même d'y répondre maintenant. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Hervé va me les poser dans un instant. Je vous donne quand même au préalable, je vous présente au préalable la carte de France de nos techniciens régionaux sur chacun de vos régions. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez aussi me contacter directement ou contacter ma collègue Cécile Ribanelli qui vous orientera après vers la personne la plus appropriée pour répondre à votre problématique, à vos questions. Et puis je vous donne déjà d'ores et déjà rendez-vous pour certains, si jamais les sujets vous intéressent, pour nos prochains webinars. On en aura un le 17 mars prochain à 14 h sur la présentation vraiment à proprement parler de Terra Plus City Green, notre engrais organique 100% végétal UAB. Et puis, on en a encore un autre le 14 avril à 14 h pour les gens qui s'occupent d'espaces verts et notamment de fleurissement, où on parlera de biostimulation des cultures sous serre et du fleurissement. Et puis, on en a encore d'autres prévus pour les mois qui suivront, mais ça, on vous en garde un petit peu. Voilà, on vous dévoilera ça lors des prochains webinars du mois de mars et du mois d'avril. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais essayer de répondre maintenant avec Vianney aux questions que vous pourriez avoir sur cette présentation. Hervé, est-ce qu'on a eu des questions? Une première question, tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien, Hervé. Quelle solution pour une prolifération de chardons et à quel moment les traiter? Alors ça, c'est une bonne question. Alors les chardons ne sont pas évidents à éliminer. Les chardons, il faut les considérer de deux manières. Alors, on va d'abord les considérer sur un gazon à proprement parler. Alors là, sur un gazon à proprement parler, je vais plutôt aller utiliser un sélectif gazon. Je vais surtout essayer d'utiliser un sélectif gazon avec des principes actifs qui vont être systémiques, qui vont descendre jusque dans le système racinaire pour espérer arriver à les éliminer. Voilà. Alors, je suis désolé, mais il faut que je sois aujourd'hui assez prudent sur les produits que je peux vous conseiller parce que malheureusement, non, je ne devrais même pas dire ça, mais je dis, en tout cas, il y a une nouvelle loi qui est en place depuis le 1er janvier 2021, à laquelle vous allez être très, très vite confrontés, qui nous interdit aujourd'hui de pouvoir vous apporter des conseils en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Aujourd'hui, pour avoir des conseils, vous devez faire appel à des entreprises dont c'est le métier et uniquement le métier. Et vous serez même d'ailleurs obligé très prochainement d'effectuer un conseil stratégique pour les surfaces sur lesquelles vous êtes susceptible d'appliquer des produits phytopharmaceutiques. Alors, je me permettrai juste donc de vous dire ça, utilisez plutôt des matières actives à usage systémique. Si jamais les chardons sont sur des zones plutôt
herbeuse, enherbée, là, on pourra envisager plutôt des débroussaillants. Mais encore une fois, je prends toutes les précautions puisque votre site devra d'abord avoir été évalué avec un conseil stratégique pour savoir si vous pouvez utiliser des produits et quels sont les produits qui sont les mieux adaptés pour vous. Faut-il arroser après l'application de Kik? Excuse-moi, faut-il arroser après l'application de Kik? Alors non, ce n'est pas obligatoire d'arroser après l'application de Kik. Par contre, c'est quand même un conseil qu'on vous donnera parce que, alors, tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de Kik. Je précise. Si vous utilisez le Kik dans une logique de gestion de l'eau, comme ce que j'ai présenté tout à l'heure dans le programme de gestion de l'eau, à ce moment-là, on vous recommandera quand même d'arroser derrière, même si ce n'est pas obligatoire, parce qu'il faudra aller positionner le Kik. Il faudra que le Kik forme un film sur l'horizon de surface du sol pour bénéficier de cette action pour que l'eau rentre bien. Mais le Kik, il a d'autres intérêts. Il a l'intérêt aussi de faire tomber la rosée qui est présente sur la feuille de gazon. Ou le Kik, il peut aussi avoir l'intérêt de limiter la formation de gel. L'eau ne gèle pas jusqu'à moins 3 degrés lorsqu'on applique du Kik. Alors dans ce cas-là, il ne faudra surtout pas arroser parce qu'il faudra laisser le Kik sur la feuille de gazon pour bénéficier de l'effet anti-rosée et l'effet anti-gel. Voilà. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et temps, le Kik, il faut essayer en période estivale de bien mouiller. C'est-à-dire qu'on va être sur si on peut, 600 à 800 litres d'eau hectare. Tu parles de l'application, hein, lorsqu'on pulvérise. En application, tout à fait. Voilà, lorsqu'on pulvérise, tout à fait. Bien mouillé. Hervé, est-ce qu'on a d'autres questions? Simone Garnier pour Guilux, continue. Quelle est la meilleure période pour faire des analyses de sol? Alors, la meilleure période pour faire des analyses de sol, de mon point de vue, c'est la période décembre-janvier. Pourquoi? On vous conseillera, en règle générale, d'essayer d'une part d'éloigner le prélèvement du dernier passage d'engrais pour pas que le passage d'engrais puisse avoir une influence sur les résultats de l'analyse, premièrement. Et puis, j'ai envie de dire, l'idée, c'est aussi de tenir compte des résultats d'analyse et pour construire le programme de fertilisation pour l'année. Or, un programme de fertilisation, là, on est vraiment dans la période adéquate. La période février, c'est une très, très bonne période puisque le premier passage d'engrais, comme je vous l'ai dit, vous voyez, on est en train de rentrer dedans. Là. Fin février, début mars, on est en train de rentrer dans la période du premier passage. Donc, construire le programme en février, c'est la bonne période. Et pour tenir compte, bien construire le programme, on va tenir compte des résultats d'analyse. Donc, l'idéal, c'est décembre-janvier parce qu'il faut savoir que lorsque je fais le prélèvement, il faut entre 3 à 4 semaines pour avoir le résultat. Maintenant, une analyse de sol, on peut la faire toute l'année. Hein. On pourrait très bien imaginer la faire en juin-juillet. Mais il vaut mieux, moi je vous conseillerais plutôt de la faire en novembre, sur décembre-janvier. Autre conseil aussi que je vous donnerais, c'est qu'il faut savoir que les résultats d'une analyse de sol peuvent varier selon la période à laquelle je fais l'analyse. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est pour votre terrain, faites l'analyse toujours à peu près à la même période pour pouvoir comparer d'un prélèvement à un autre si les résultats évoluent et qu'on ait une comparaison qui soit fiable. Si vous avez, j'ai envie de dire, si vous avez fait votre dernière analyse de sol il y a 3 ans et que c'était au mois de février, refaites-la en février maintenant. Voyez. Par contre, si vous l'avez faite en novembre, c'est plutôt au mois de novembre qu'il faut la faire. Voilà. Tu venais de parler du conseil stratégique, Stéphane. On me demande une précision sur ce dossier. Quel est le lien avec la nouvelle loi? Est-ce que c'est le certifito? Est-ce que c'est la loi de séparation conseil-vente? Est-ce que c'est la loi Labbé 2? C'est encore non, alors ça n'a rien à voir avec l'extension de la loi Labbé, puisque ce conseil alors la loi Labbé, ça concerne uniquement les GEVI, hein, donc les zones non agricoles, c'est-à-dire nous, les espaces verts. La séparation conseil-vente concerne toutes les cultures qui sont susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques. Ça veut dire les GEVI comme l'agriculture. Donc ça concerne tout le monde. Voilà. Alors, il faut savoir qu'elle est en place, ça a été mis en place de manière, j'ai envie de dire, de manière très récente, hein, ça date du 1er janvier. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir.
la première chose à éclaircir, c'est de savoir à qui s'adresser pour faire ces conseils, puisque, à ce que j'en sache aujourd'hui, il n'y a pas encore de liste d'organismes reconnus officiels pour ce conseil. Il y a des choses qui sont en train de… Voilà, il y a des choses avancent très très vite et je pense que vous aurez des informations relativement rapidement sur le sujet. Voilà. En tout cas, nous, vous les transmettrons dès que nous les aurons. J'ai encore une question là-dessus, Stéphane, ça intéresse beaucoup de gens. Hein. Pourrais-tu mettre ta diapo qui résume la loi à la B2, s'il te plaît? Parce que quelqu'un me demande si les produits phytos sont autorisés jusqu'en 2022. Je pense qu'il serait bon de le repréciser à tout le monde, si tu as 5 minutes. Alors, c'est tout. Oui, alors là, tu me prends un peu de court parce qu'il faut que j'aille chercher ma présentation. Ouais. Résumer simplement. Attends. Donc, je vais couper. Je coupe le partage d'écran le temps que j'aille ouvrir ma présentation. Hop. Tac, tac, tac. Ça va venir, je n'en ai pas pour longtemps. Je pense que dans 30 secondes, vous l'aurez. Oui, normalement, ça doit être là. Ça peut être là. Et comme Olivier. Tac. Je suis en train de l'ouvrir. Je reviens sur Zoom, je partage mon écran, partager. Donc là, vous l'avez sous les yeux. Alors voilà ce qui va se passer à partir du… en fait, voilà ce qui se passe avec la nouvelle loi qui… l'extension de la loi Labbé. Vous avez à gauche la situation actuelle. Vous avez à droite ce qui va se passer, il y a 2 dates, hein, à partir du 1er juillet 2022 et une deuxième date à partir du 1er janvier 2025. À partir du 1er juillet 2022, les produits phytoconventionnels seront interdits partout en espace vert, sauf les terrains de grands jeux, c'est-à-dire les terrains de football, de rugby, les pistes d'hippodrome, les terrains de tennis, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs. Ce qui veut dire que ça concerne tous les terrains qui sont munis d'une clôture ou qui sont munis d'un portail ou qui sont munis d'une main courante. Ces terrains-là pourront toujours être traités avec un sélectif gazon après le 1er juillet 2022. Les golfs, départ Green Fairway, pourront être aussi traités. Donc, les terrains de sport qui ne pourront plus recevoir de phytoconventionnels, c'est des terrains qui sont libres, qui sont complètement libres d'accès. Je peux peut-être, je vais vous montrer quelque chose aussi. Tiens, je vais vous ouvrir une autre présentation. Il veut bien s'ouvrir relativement vite. Je suis désolé, ça met un petit peu de temps, mais ça va arriver. Vous allez vite comprendre. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez, sur un terrain comme ça, à partir du 1er juillet 2022, il ne sera plus possible d'appliquer des produits phyto parce que si vous regardez ma flèche jaune, vous avez le point de repère, c'est la voiture. Vous voyez qu'il n'y a aucune barrière et donc on peut avoir accès au terrain de manière libre. N'importe qui peut y avoir accès n'importe quand. Un terrain comme ça, il ne sera plus possible d'appliquer des produits phyto. Par contre, un terrain comme ça non plus. Hein. Je ne juge pas la qualité du terrain, mais là, aucune barrière, donc impossibilité d'utiliser des produits phyto. Par contre, un terrain comme celui-ci, là, on a une clôture, on a un portillon, il sera toujours possible d'appliquer du produit phyto. Un produit comme ça aussi, parce que vous voyez, vous avez une barrière. Ou encore, un terrain comme ça, ce sera aussi possible, parce qu'on a une main courante. Voilà. Donc, par exemple, si je vous prends le cas des golfs, voilà, sur le green, ça sera possible. Sur le fairway, ce sera possible. Sur les bunkers ou sur les roughs, ce sera plus possible. Voilà. Je vais revenir à mon autre présentation. Est-ce que pendant le temps que j'ai ouvert la présentation, est-ce qu'il y a eu d'autres questions?
Je mets ce manteau, non? Parce qu'on va avoir froid. Il y a quelqu'un qui parle, mais je ne sais pas si c'est une question ou si elle… Je ne sais pas. Il existe un site internet où on peut récupérer les sommes de température dans les communes. Alors, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'il faut se rapprocher de Météo France. Il y a probablement des données qui sont… Mimosa, mais je n'ai pas pris l'outil, quoi. Voilà. Est-ce qu'il serait possible que les gens… Est-ce qu'il serait possible que les gens qui sont encore en ligne coupent leur micro parce que ça pollue un petit peu? Merci. Il lui a pas donné ou quoi? Et donc, je disais, je pense qu'il faut se rapprocher de Météo France pour voir si vous arrivez à avoir des données. Et après, si jamais vous voulez avoir… Il faut savoir qu'il faut faire attention parce que tout dépend de l'endroit où on va vous donner des données qui seront, je pense, de la station météo la plus proche de votre commune. Or, Météo n'a pas de station météo. Monsieur Das, est-ce qu'il serait possible de vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît? Ce gros blouson, tu prends. Merci, Monsieur Dask. Donc, je disais, il n'y a pas une station météo dans chacune des communes françaises. Donc, vous aurez celle de la commune probablement la plus proche de chez vous, mais il peut y avoir quand même quelques kilomètres. Et on peut aussi avoir un microclimat sur le terrain de sport, ne serait-ce que parce qu'il y a des tribunes où il y a une ombre portée ou je ne sais quoi. Donc, la meilleure des solutions, bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, c'est de s'équiper d'une station météo connectée, parce que là, vous avez une donnée extrêmement précise. Vous avez la donnée température sur votre terrain. Sans Savoura précise que Météo Ciel le donne. Voilà, mais donc ça c'est intéressant, mais Météo Ciel va donner une information, c'est déjà une information qui existe, c'est déjà pas mal, mais par contre, elle sera jamais aussi précise qu'une station météo installée sur votre terrain parce que, comme je l'ai dit, Météo Ciel va aller chercher de la prévision ou de la donnée d'une station météo qui est proche enfin, celle qui est la plus proche de la commune, mais des fois, c'est pas juste à côté de la commune quand même. J'ai une question privée concernant les produits biostimulants. Je me suis permis d'y répondre par écrit. Stéphane, si tu veux repréciser les choses, tu peux entre biostimulant, biocontrôle et UAB. Mais j'ai répondu par écrit déjà. Ouais, je peux préciser rapidement, hein. Donc, un produit UAB, c'est un produit qui est utilisable en agriculture biologique. Ça veut dire que quelqu'un qui veut mener sa culture en culture biologique doit utiliser des produits UAB. Ces produits UAB, vous pouvez avoir des produits qui sont mis en marché en répondant à une norme française ou européenne, mais qui, dans tous les cas, doivent disposer de matières premières qui sont listées sur une liste de matières premières autorisées en agriculture biologique. Les produits de biocontrôle, c'est des produits qui se rattachent à la réglementation phytopharmaceutique, plus les macro-organismes. Les macro-organismes, c'est des organismes visibles à l'œil nu, pour faire simple, par exemple des nématodes, et qui permettent d'aller lutter contre d'autres pathogènes, d'autres ravageurs, d'autres mauvaises herbes. Donc là, on est vraiment rattaché à la réglementation phyto. Les biostimulants, c'est des plantes, c'est des matières premières, c'est des substances qui vont aller stimuler la vigueur de la plante pour résister au stress abiotique. Un stress abiotique, c'est un stress non vivant. C'est par exemple la chaleur, la sécheresse, l'humidité, un piétinement trop important, une tonte ratée, voilà, la germination, des travaux de réfection. Tout ça, ce sont des stress abiotiques. Et donc là, on va utiliser des produits qui ont une action biostimulante. Les produits biostimulants, eux, sont rattachés à la réglementation matière fertilisante et doivent disposer d'une homologation. Mais c'est une homologation matière fertilisante, à contrario des biocontrôles qui ont une homologation phyto. Je n'ai pas d'autres questions apparemment. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc vous remercier d'avoir répondu présent à ce webinaire. Vous étiez pratiquement 200 à vous être inscrits. Un certain nombre d'entre vous se sont inscrits sans pouvoir le voir parce qu'ils voulaient avoir le replay. Donc, ma collègue Cécile Ribanelli vous enverra le replay dès qu'il sera disponible.
Et puis, je vous donne donc rendez-vous le 17 mars prochain et le 14 avril prochain pour nos 2 prochains webinars. Si vous êtes intéressé pour réfléchir à votre programme de fertilisation, puisque c'était le sujet de ce webinar, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au travers de nos techniciens régionaux. Ils seront ravis de pouvoir vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter. Ce webinar sera visible en replay très très rapidement sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On est présent, donc je l'ai dit, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous avez, dès qu'on publie une vidéo, eh bien vous recevez une petite notification, une alerte, et vous pouvez la voir. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous. Portez-vous bien. On espère vous voir physiquement rapidement dès que les conditions sanitaires le permettront en France. Et puis, à très vite pour venir voir vos beaux gazons, que ce soit sur des parcours de golf, des terrains de sport, des parcs et jardins, des hippodromes, et j'en passe probablement. À très bientôt. Ciao. Je vais voir tous la mer tranquille.